Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de l'ANS dans lequel on va vous parler de la préinformation du DSR et de la préinformation de l'AF de la biologie médicale. Alors vous voyez qu'on utilise un nouvel outil de webinaire. Vous ne pourrez pas prendre la parole lors de ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie chat qui est à droite de votre écran. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est donc une explication de ces préinformations du DSR et de l'AF. Donc, on va vous faire une présentation qui sera relativement courte. Et ensuite, nous aurons un temps d'échange dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions et échanger avec nos équipes. Et donc, je vais passer la main à Raphaël Beaufray, qui est directeur de projet à la DNS et qui est responsable de la task force biologie médicale. Raphaël, c'est à toi. Merci Nathalie et bonjour à tous et je participerai également en lien avec Emmanuel Clou de l'ANS qui a travaillé, comme vous le savez, dans la task force de biologie médicale. Je suis très heureux qu'on puisse passer cette petite heure et demie, 2 heures ensemble suite à toutes les sessions qu'on a eues. Même si on est relativement peu, malheureusement la plateforme, pour des questions de limitation, vous avez vu, ne nous permet pas forcément de laisser la parole vocale à tout le monde. Donc, en fait, il faudra vraiment beaucoup utiliser le chat, sachant que si vous voulez discuter de vive voix, nous sommes évidemment à votre disposition par téléphone et on peut faire des points dès que nécessaire. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de reparler un tout petit peu, voilà, même si vous êtes déjà très au courant des grands principes sur le Ségur numérique en santé, en particulier sur la partie biologie médicale, et qu'on puisse faire un focus un peu plus particulier sur les documents qui ont été publiés en préinformation sur le site de l'Agence du numérique en santé, et notamment ce qu'on appelle donc les DSR et les AF. DSR pour dossier de spécification du référencement et AF pour appel à financement. Et puis l'objectif d'aujourd'hui, comme l'avait dit Nathalie, c'est vraiment de laisser une belle part aux questions, j'imagine, sont encore nombreuses, même si on a eu l'occasion d'avoir beaucoup d'échanges, notamment sur les DSR précédemment. Donc pour commencer, c'est beaucoup d'érudites, mais c'est quand même toujours mieux. Sur le contexte, nos objectifs, c'est des éléments que vous connaissez. Notre objectif, c'est vraiment d'accélérer le partage et l'échange des données de santé avec des financements très conséquents. Et peut-être une sorte de KPI qui est le nôtre, c'est vraiment d'augmenter significativement, au moins d'un facteur 10, si ce n'est un facteur 20, le nombre de documents qui sont échangés chaque année via le DMP, la messagerie sécurisée de santé. Sachant que vous voyez les objectifs généraux pour le Ségur là, qui figurent en bas de la planche de 10 millions à 500 millions. Nos estimations, c'est qu'à peu près en biologie médicale, il y a environ 200 millions de comptes rendus qui sont faits chaque année. Et je pense que c'est vraiment autour de cet indicateur qu'il faut que collectivement on communique. Le Ségur, évidemment, s'appuie, c'est pas une nouvelle, sur un certain nombre de services socles. J'y reviens pas particulièrement dans les détails. Et aujourd'hui, on va parler de la biologie médicale, mais on a une approche, comme vous le savez, par task force, où l'équivalent des actions qu'on porte en biologie médicale, il y a des équivalents à l'hôpital, en médecine de ville, et notamment sur la consommation des données de biologie médicale, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été portés. Le Ségur, il vise à cette accélération par un dispositif multifactoriel qui combine à la fois des mesures financières et des mesures réglementaires. Pour la partie biologie médicale, il y a également un élément un peu particulier, je ne sais pas si on peut l'appeler réglementaire, mais en tout cas normatif, qui est autour de l'évolution des référentiels du COFRAC, qui est un chantier qu'on a en cours avec la section santé humaine du COFRAC. Et pour la partie des mesures financières, on va beaucoup parler aujourd'hui de la mesure que vous connaissez bien de financement à l'équipement logiciel, qui est particulièrement innovante, où l'État est dans une relation directe avec les éditeurs. Et puis, il y a une partie financement à l'usage, et elle-même qui a plein de sous-parties. Alors, il y a des sous-parties ville et hôpital qui ont des mécanismes différents. L'hôpital, d'ailleurs, est un peu plus avancé que la ville, pour lesquelles il y a des négociations conventionnelles qui vont s'ouvrir. Et puis, il y a la question de qu'est-ce qui est de l'investissement one-shot, de qu'est-ce qui est du pérenne, avec des opportunités sur le pérenne, à la fois autour d'IFAC pour la partie hôpital, et peut-être, je l'espère, un forfait numérique pour la partie ville. Sur la partie financement à l'équipement, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, vous avez compris qu'il y a vraiment 2 documents pivots. Un document qui s'appelle le DSR, qui est décliné pour la vague 1 en un document SGL et un document LOINC.
qui récapitule les fonctionnalités, les exigences pour qu'un logiciel soit référencé et derrière financé. Donc ça, vous reconnaissez probablement sur la capture d'écran les images du DSR qui a été publié, dont on vous reparlera tout à l'heure avec Emmanuel. Et puis un deuxième document qui est peut-être un peu plus nouveau, mais sur lequel on échange déjà depuis plusieurs semaines ensemble, qui est l'appel à financement, qui lui est plutôt un peu l'équivalent du CCAP d'un marché, qui est le détail à la fois des barèmes financiers, des modalités administratives pour recevoir les financements quand on est un éditeur ou le distributeur d'une solution. L'ensemble de ces documents, vous les retrouverez toujours sur la page Ségur de la santé dédiée à la biologie médicale, qui va s'améliorer au cours du temps, étant donné qu'elle va s'enrichir de différents types de documents, mais c'est vraiment l'endroit de référence pour récupérer ce type de documents. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler principalement des DSR et des AF, comme c'était évoqué tout à l'heure. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat, sachant qu'il y a un onglet, vous voyez, qui est spécial pour les questions, qu'on peut essayer d'expérimenter plutôt que le chat, qui permet notamment de voter pour les différentes questions et d'y répondre peut-être plus simplement. Et puis si vous avez des choses qui ne sont pas des questions, plutôt des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Vous avez aussi sur ce petit QR code que vous récupérez évidemment la présentation, la capacité de vous inscrire à la newsletter de l'ANS pour ceux qui n'y sont pas déjà inscrits, qui vous permettront de suivre les différentes nouvelles sur différents sujets du Ségur ou des référentiels. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de reparcourir ensemble cette slide. Vous la connaissez bien, c'est un peu le résumé en une slide de documents qui sont multiples. Alors vous savez, les DSR d'abord, dans la vague 1, il y en a une version SGL, système de gestion laboratoire, et une version transcodeur LOINC. Et puis, pour chacun de ces DSR, il y a deux documents, un qu'on a appelé chapeau. Alors souvent, quand vous voyez chat dans le titre CHA, c'est que c'est le document chapeau, qui est plutôt un document un peu d'introduction générale, mais qui fait quand même plusieurs pages. Et puis un document qui est un fichier Excel avec des exigences et des recommandations, qui lui s'appelle EXI. Donc un DSR, il y a deux sous-documents, le chapeau et le document d'annexe avec les exigences. Et là, sur cette slide, vous voyez le récapitulatif de ce qui a été l'objet de pas mal de discussions avec vous durant ces presque 6, 7, 8, je ne sais plus, derniers mois, sur qu'est-ce qu'il fallait mettre dans les exigences de la vague 1 et de la vague 2. Donc des éléments sur la gestion de l'INS, hein, ça c'est avec l'implémentation de l'identité nationale de santé. Sachant que c'est peut-être quelque chose sur lequel on avait relativement peu insisté dans les précédents échanges, il y a la notion de profil sur lequel on reviendra. Vous avez vu qu'il y a certaines exigences qui sont conditionnelles. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas parfois mettre des exigences un peu bêtes et méchantes qui auraient nécessité à certains éditeurs de développement alors qu'aucun de leurs clients n'était concerné. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis certaines exigences conditionnelles et à ces exigences conditionnelles correspondent des profils. Alors c'est pas très compliqué, hein, ça ressemble un peu au profil sur lequel travaille le CNDA. Et par exemple pour la biologie, on distingue un profil référentiel d'identité ou un profil esclave de l'identité, sachant que vous pouvez vous faire labelliser soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux, mais il faut au moins que vous ayez un des deux profils parce qu'on est soit référentiel, soit esclave de l'identité. Après, il n'est pas à exclure que certains logiciels doivent faire les deux profils parce que selon les installations, ils seront dans certaines situations référentielles d'identité, dans d'autres situations plutôt esclaves sur l'identité. Donc sur l'identité nationale de santé, pas de grande surprise, la conformité au référentiel INS, le référentiel INS, vous savez qu'il y a également le guide d'implémentation INS, ainsi que le référentiel national d'identité-vigilance. Sachant qu'on impose la capacité d'être homologué CNDA, aussi ce qu'on appelle sur la V4, c'est-à-dire sur l'appel, pour ceux qui doivent appeler le téléservice, c'est-à-dire ceux qui sont dans les référentiels d'identité, aussi par certificat serveur, ce qui avait été une grande demande, et pour lequel vous avez vu sans doute la communication d'hier sur le fait que les homologations CNDA pour la version 4 du téléservice INSI étaient ouvertes, avec une date de mise en production qui est fixée, je crois, au 6 septembre pour ce service-là. Et puis sur la partie esclave de l'identité, la capacité de gérer des flux IHEPAM ou HL7 ADT en entrée du logiciel pour pouvoir intégrer justement cette identité INS qui provient du référentiel d'identité lorsque c'est un référentiel d'identité qui est dans le même domaine d'identification. Ensuite, on a beaucoup échangé ensemble autour de la génération du compte-rendu de biologie structuré. Ça a fait l'objet de beaucoup de débats. Je pense qu'on a réussi à arriver à une synthèse qui est vraiment satisfaisante avec vraiment l'idée que la biologie
Et vraiment, peut-être avec le volet de synthèse médicale sur la partie médecine de ville, le plus en avance dans la structuration, avec le fait que dès la vague 1, les systèmes de gestion de laboratoire doivent savoir produire un compte-rendu structuré. Structuré, ça veut dire évidemment avec l'INS, ça veut dire avec les analyses en LOINC lorsqu'elles sont réalisées chez le laboratoire de première intention, les commentaires, ça fait l'objet de petites modifications d'ailleurs au volet CRBio du cadre d'interopérabilité, ainsi que en non structuré, en PDF, et avec ce PDF incorporé dans un CDR de N1. Ça a une utilité notamment pour les envois patients, et ça a une utilité également pour les modes dégradés, c'est-à-dire si jamais on a un destinataire qui n'est pas encore en capacité de lire du CDR de N3, ça lui permet quand même d'avoir l'information, et c'est très important. Ensuite, un gros volet, c'est la consultation du DMP. Alors, vous étiez du côté des éditeurs parfois un peu, je ne sais pas si dire hésitant, mais en tout cas, c'est vraiment dans nos discussions aussi avec les représentants des biologistes une grande priorité. Je pense qu'on a trouvé un entre-deux qui était vraiment cette capacité de ne pas, pour l'instant, dès la vague 1, exiger des interfaces riches entre SGL et DMP, mais de se contenter d'un renvoi vers le WebPS DMP, donc l'outil dmp.fr/ps, avec le contexte du patient, c'est-à-dire la TD 0.9 dans les spécifications, le guide d'intégration du DMP, avec la capacité d'avoir un parcours sans couture, puisqu'on exige dans la vague 1 la capacité pour un utilisateur, je vais y arriver, du système de gestion de laboratoire de s'identifier électroniquement par ProSanté Connect, ce qui permet, lorsqu'il clique sur le bouton DMP dans le dossier du patient, de se retrouver directement identifié électroniquement dans le WebPS DMP, ce qui est extrêmement important pour des usages métiers comme l'adaptation de la prescription ou l'aide à l'interprétation. Ensuite, au-delà de la consultation du DMP pour les biologistes, il y a l'alimentation systématique et automatisée. Ces points sont très très importants, qui est évidemment un des grands points du Ségur, qui fera notamment l'objet dans le financement à l'usage à l'hôpital du critère qui conditionnera les financements. Donc c'est cette alimentation systématique et automatisée du CR biologie validé, y compris dans le contexte des séjours hospitaliers. Vous savez qu'on a eu pas mal de débats sur faut-il envoyer au DMP dans le contexte des séjours. Et contrairement à l'envoi MSS professionnel qui, lui, ne doit pas être systématique dans le cadre des séjours, pour le DMP, c'est le cas. Et donc cet envoi au DMP, on envoie un CDR de N3 et le CDR de N1, conformément au guide d'intégration DMP qui est en V2.5. Pourquoi 2.5? Pour ceux qui n'avaient pas suivi les dernières informations, c'est qu'on a détendu aussi à votre demande un petit peu les calendriers sur la capacité d'alimenter le DMP en API V1 et d'autre part d'alimenter le DMP par l'utilisation de la TD00 quand on est en API V2, même si la cible reste bien une alimentation uniquement après la qualification de l'INS. Mais pour ne pas, notamment dans la perspective du lancement de Mon Espace Santé début 2022, pour ne pas halter la dynamique, on a préféré détendre un petit peu les calendriers sur la fin des transactions API V1 ainsi que la fin de la transaction TD00 pour l'API V2. Évidemment, l'alimentation au DMP, ça veut dire aussi la possibilité de modifier, retirer des documents et la capacité d'envoyer au DMP par une brique intermédiaire de transport lorsque le client, par exemple un établissement de santé, décide dans son urbanisation de dire que tout doit passer par le DPI ou tout doit passer par une plateforme d'intermédiation. En revanche, ça a été vraiment un point fort de nos travaux, de dire que c'est très important que le compte-rendu de biologie soit façonné, notamment dans la perspective ultérieurement de pouvoir y être signé dans le système de gestion de laboratoire, ce qui n'empêche pas le système de gestion de laboratoire de sous-traiter quelque part la génération de ce document à une brique sous-traitante. Mais en tout cas, il faut que le compte-rendu, avant d'être envoyé à la brique de transport, soit visualisable dans le système de gestion de laboratoire. Ensuite, le quatrième point, le quatrième bloc, c'est l'équivalent de l'envoi automatique et systématique, mais cette fois-ci par messagerie sécurisée de santé. Donc cette fois-ci, c'est le CDR de N3 plus le PDF à -1. Aux professionnels concernés, qui peuvent être nombreux. Vous avez vu qu'il y a une exigence du DSR sur la capacité d'intégrer plusieurs correspondants, parce qu'il y a des dossiers qui le nécessitent, ainsi qu'aux patients. Donc ça, c'est une vraie innovation avec l'espace numérique de santé, qui verra donc la réception de son compte rendu sur
sa MSS citoyenne dans son espace numérique de santé. Et sachant que pour envoyer aux professionnels, évidemment, il faut une capacité d'interroger l'annuaire santé pour récupérer les adresses professionnelles des médecins correspondants. Et enfin, un point qui est très important parce que notamment il permet l'autre volet finalement du financement à l'équipement en biologie médicale, c'est la capacité d'exporter le catalogue d'examen local pour permettre à des sociétés ou aux laboratoires de faire le transcodage ou la mise à jour du transcodage avant de réimporter ce catalogue dans des conditions qui sont relativement bien détaillées dans les DSR. Je vais peut-être passer la parole à Emmanuel pour que Emmanuel complète en quelques mots sur peut-être la toute dernière version qui a été mise en ligne sur le site de l'Agence du numérique en santé, je crois, hier, ainsi que sur le processus de référencement qui est présenté à la prochaine slide. Emmanuel, je crois que tu n'as pas activé ton micro. Pardon. Voilà. Oui, bonjour à tous. Emmanuel Clout à ANS. Donc, par rapport à... donc, effectivement, on a publié une version actualisée du dossier en préinformation, du DSR en préinformation hier, dont les principales modifications, je suis désolé pour le bruit, là, il y a peut-être un peu de bruit chez moi. Pour les principales modifications, en fait, ce sont des améliorations sur la partie scénario de conformité pour bien préciser le déroulé de ces scénarios et que vous ayez le maximum d'informations. C'est surtout en fait les scénarios qui concernent la partie interopérabilité en fait et espace de test. On a été plus précis, je pense. Sinon, en termes d'exigences en tant que telles, il y a très peu de changements. Il y a une exigence sur l'aspect portabilité pour laquelle vous aurez peut-être des questions et sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Donc là, qui est apparu, effectivement, on l'a formalisé. Après, sur la partie annuaire e-santé, là, on a modifié l'exigence, mais on l'a plutôt allégé. Il y avait 3 fichiers à récupérer de l'annuaire e-santé et on a enlevé en fait tout ce qui était donné sur les diplômes et les savoir-faire des personnes qui étaient dans l'annuaire, parce qu'on a vu que ce n'était pas forcément très utile, donc on l'a simplifié. Après, sur le reste, je pense que c'est du niveau du formalisme, hein, parce que l'idée, c'est que ce soit le plus compréhensible possible avec le minimum d'échanges, on va dire, ou de questions que vous ayez à nous poser. Donc, on a essayé de tout clarifier du mieux qu'on pouvait. On a détaillé ici les préconisations aussi qui apparaissaient précédemment uniquement dans le DSR chapeau. Les préconisations, en fait, c'est plutôt des grandes orientations pour ce qui va se passer en vague 2, pour que vous puissiez les anticiper si vous le souhaitez. Hein. Les préconisations, c'est pas obligatoire. Et l'autre modification importante aussi en termes de formalisme, c'est de bien préciser dans les DSR ce qui relève du profil général pour lequel toutes les exigences sont obligatoires et sont à implémenter, les différencier des exigences conditionnelles, pas simplement avec une formulation qui commence par si quelque chose, mais avec la description du profil et une colonne profil pour qu'il n'y ait vraiment pas d'ambiguïté, quoi. Voilà, je crois que pour les principales modifications qu'on a faites, il y a après sur le DSR dit chapeau, c'est-à-dire la partie Word, hein, qui contextualise. Les principales différences en fait qui sont importantes, c'est sur la liste des référentiels qui sont cités dans les exigences, hein, des référentiels de messagerie de sécurité de santé, cadre d'interopérabilité, ainsi de suite, où là, il y a la modification qu'on a faite, c'est sur le guide d'intégration DMP, où on dit que maintenant, ça peut être la version 2.4 qu'on avait signalé avant et la version 2.5 avec les modifications de calendrier là sur la TD00 et l'API V1. Il y a le fait de faire référence aussi non plus au change proposal pour tout ce qui est IHEPAM et diffusion de l'INS, mais
maintenant que le profil extension française IHOPAM a été publié intégrant les modifications par INS, ben, on fait référence à ce référentiel-là, mais c'est pas sur le fond, ça change pas grand-chose. Là aussi, c'est plutôt de la forme. Voilà, je pense principalement les grandes modifications qu'on a apportées. Et pour pas être trop long, je passe sur le slide là, effectivement, qui présente le processus de référencement. Donc, pour essayer de l'expliquer de façon un peu synthétique, sans trop rentrer dans le détail, donc ce process, en fait, ça a pour objectif, bien évidemment, de vérifier la conformité des solutions candidates aux exigences des DSR, qui sont dans ces DSR en vague 1. Globalement, il y a deux grandes étapes. Il y a vérifier ce qu'on appelle l'éligibilité de la candidature à un DSR donné. Alors pour la partie biologie, c'est assez clair, quoi. Mais après pour d'autres DSR, ça peut être moins clair. C'est de bien vérifier que le candidat a choisi je dirais le bon DSR, quoi. C'est que qu'il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là. Bon, sur la partie biologie médicale, je pense que c'est assez clair. C'est là où on va vérifier, par exemple, que aussi que le SGL est bien un SGL et que ce serait pas un système qui couvrirait les exigences du DSR, mais qui serait finalement pas un SGL de biologie. Voilà, donc c'est là aussi on va vous identifier précisément votre candidature. Voilà, les grandes étapes les grands objectifs de cette première vérification, de cette première étape, pardon. Et dans l'autre étape, ensuite, la seconde, c'est de vérifier les preuves de conformité que vous aurez collectées et qui sont décrites dans le DSR, dans les exigences. Donc ça, c'est les deux grandes étapes. C'est la flèche, là, enfin l'ensemble de flèches qui est au milieu du slide. Et il y a en plus et en parallèle évidemment les agréments délivrés par le CNDA, puisqu'il y a des exigences pour lesquelles c'est pas du tout nous qui allons les vérifier, mais le Centre national d'agrément que vous connaissez bien, pour le DMP, pour l'INS. Et donc là, c'est l'autre, c'est la flèche d'en haut tout en bleu marine, là, où vous pourrez passer évidemment vos homologations comme vous le faisiez jusqu'à présent pour l'INS et pour le DMP. Et l'adhérence en fait entre ces deux process, ces deux sous-process, c'est que nous, quand on prendra les dépôts de candidature, on vérifiera que vous avez bien signé la convention et déposé votre dossier au CNDA pour les homologations ou les autorisations qui relèvent du CNDA. Voilà. Mais après, les deux pourront se faire de façon parallélisée jusqu'au dépôt des preuves de conformité, puisque là, on vérifiera que vous avez bien les différents agréments nécessaires. Voilà. Voilà globalement. Nous, on affiche un délai de 6 semaines, enfin d'une semaine pour vérifier l'éligibilité de la candidature et 6 semaines pour traiter et analyser les preuves de conformité. Donc ces délais-là, évidemment, c'est dans la mesure où le formalisme des preuves est respecté, et que si il est probable qu'on aura peut-être des sessions de questions-réponses pour préciser certaines preuves, enfin que tout ça se fasse dans des délais raisonnables de part et d'autre, et le processus détaillé de référencement va être précisé dans le DSR, dans le dossier de spécification de référencement final, où il y aura une partie 4, peut-être vous l'avez vu dans les DSR actuels, qui est actuellement pas du tout alimentée, et on est en train de finaliser sa rédaction pour la fournir dans les DSR définitifs. Et ça détaillera tout ce process et les différentes étapes. Voilà. Peut-être à la question, est-ce que les exigences des DSR sont maintenant figées? Alors, le moment où il y aura vraiment une fixation complète, c'est quand il y aura la publication au journal officiel de l'arrêté sur la biologie médicale, financement à l'équipement vague 1
qui annexera le DSR ainsi que l'appel à financement pour la partie AGL ainsi que pour la partie LOINC. Néanmoins, après, croyez-nous sur parole. D'abord, vous avez constaté, et vous le constaterez peut-être pour ceux qui n'ont pas encore été voir la dernière version qu'évoquait Emmanuel, qui a été publiée sur le site de l'ANS. Je veux dire, ça fait maintenant plusieurs mois que grosso modo, le DSR ne bouge que dans plutôt des dynamiques de forme. Alors, il y a une exception là, sur cette affaire de portabilité sur laquelle on a eu pas mal d'échanges par mail, mais globalement, il y a déjà une stabilité. Nous, à ce stade des informations qu'on a, on est vraiment sur une stabilité, c'est-à-dire qu'on ne voit plus le moindre point qui nécessite des points de forme, de couleur, etc., ou de colonne qui n'est pas bien placée, etc., de points de fond qui évolueraient d'ici à l'apparition de l'arrêté. Hein. Donc, on peut partir sur l'idée que c'est des exigences qui sont figées, même si sur la forme, il est possible qu'il y ait encore quelques modifications vraiment à la marge d'ici l'arrêté. En tout cas, sur le fond, il n'y a vraiment pas de raison qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Après, le moment où ce sera vraiment sanctuarisé, on ne pourra même plus publier une nouvelle version, c'est au moment de la publication de l'arrêté, dont on espère que ça pourra survenir d'ici la fin du mois de juillet, c'est-à-dire d'ici une dizaine de jours. Donc ça, c'était pour cette question-là. Pour la question concernant le processus de validation du DSR, qui donne 3 mois environ. Alors, il donne 3 mois environ quand on cumule avec le délai pour le CNDA. D'abord, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà des autorisations CNDA sur un certain nombre de points, notamment sur les profils administratifs, alimentation, consultation du DMP. Donc, c'est plutôt pour certaines choses qui sont nouvelles. Généralement, par exemple, quand il y a déjà une autorisation CNDA sur INSI, le fait d'aller récupérer l'autorisation CNDA sur la V4 qui implique l'utilisation des certificats serveurs, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué en termes de charge pour le CNDA. Donc, le délai qui est indiqué ici, quand c'est juste quelque chose, entre guillemets, en plus, parfois, ça peut même être un peu plus court. Après, c'est sûr que ça donne, dans les pires des cas, entre guillemets, 3 mois si on compte les 6 semaines du CNDA et les 6 semaines de traitement de l'ANS pour le référencement. Après, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les plannings. C'est pour ça qu'on a aussi desserré un peu les plannings sur les derniers déploiements. On y reviendra tout à l'heure pour être certain de rendre les choses faisables. En revanche, c'est vrai qu'il y a un vrai challenge. Hein, c'est pour ça qu'on partage depuis plusieurs mois ces éléments avec vous, d'arriver à être dans le timing et le plus tôt possible. Après, on a des échanges avec un certain nombre d'entre vous qui tablent sur des premiers référencements novembre-décembre de cette année. Quelque part, même si vous faisiez référencer début 2022, c'est encore envisageable très largement de faire passer un certain nombre de déploiements après. Je vois qu'il y a une question sur la contradiction qu'il y aurait actuellement entre le jeu de valeur circuit de la biologie. Ça, je ne sais pas si Emmanuel, tu as la réponse. Je peux essayer de répondre. Je pense que je sais pas si c'est une contradiction, mais en tous les cas, la logique, c'est en fait ce jeu de valeur circuit de la biologie, il a pour objectif, pour une analyse de biologie médicale donnée, de définir et de choisir le code LOINC le plus pertinent parmi tous ceux qui seraient possibles dans le jeu de valeur LOINC qui comprend jusqu'à 70 000 codes. Donc, quand on a une analyse biologie médicale et qu'on trouve le code LOINC correspondant dans le jeu de valeur circuit de la biologie, c'est bien celui-ci qu'il faut prendre. Et un autre parce que qui serait peut-être correspondrait aussi parce que le livret d'examen est un peu le même dans le jeu de valeur LOINC complet. Mais si on faisait ça, ben en fait, on perdrait tout l'intérêt du jeu de valeur circuit de la biologie qui fixe un code univoque et unique pour tous les examens, pour cet examen-là en France, quoi. Donc, il faut bien commencer par chercher et prendre celui qui est dans le jeu de valeur circuit de la biologie. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le jeu de valeur circuit de la biologie, il n'y a pas tous les codes d'examen de biologie. Et là, par contre, libre à vous et au laboratoire d'utiliser le jeu de valeur LOINC s'ils le souhaitent, quoi. Voilà. Si c'est clair et si ça répond à la question. Pour la partie, entre guillemets,
procédure simplifiée pour le CNDA. On va se renseigner, on mettra ça dans la FAQ sur le site où on vous enverra l'information sur lorsqu'on a déjà une autorisation, par exemple sur INSI, quel est le délai type du circuit pour obtenir le complément quelque part d'autorisation pour l'appel partage certificat serveur, pour vous confirmer que c'est bien des durées réduites. Donc ça, je peux pas répondre en direct, mais on vous répondra sur ce point. Et je crois qu'Emmanuel, sur la partie Loink, à ce moment-là, il y a peut-être une petite précision à apporter. En tout cas, c'est ce qui est suggéré, je crois, par un des intervenants sur... Voilà. Donc ça, on prend bien en compte. Merci, on essaiera de préciser ce point dans le DSR. Donc ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on continue un petit peu les échanges, y compris si vous le souhaitez, on peut prendre un peu le temps pour descendre dans le détail. Alors, on n'a pas voulu alourdir les slides en mettant évidemment la litanie de toutes les exigences, mais si vous avez des exigences, si vous avez repéré, beaucoup d'entre vous nous ont fait remonter des coquilles ou des choses qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. Moi, j'ai par exemple en tête l'idée qu'on demandait dans les scénarios de conformité à des personnes qui sont pour le profil d'installation esclave de l'identité, de faire des vérifications sur la carte vitale alors qu'on est dans une situation où il n'y a pas de carte vitale du patient. Donc en fait, on a déjà modifié un certain nombre de choses suite à vos retours, mais si vous avez encore d'autres exigences que vous voulez nous pointer ou vous ne comprenez pas, ou vous pensez qu'il y a un scénario de conformité qui est aberrant, ou vous ne pourrez pas, voilà, n'hésitez pas à nous poser la question maintenant, c'est vraiment le moment. Et après, au-delà de cet échange, si vous repérez quelque chose, n'hésitez pas après à nous en faire part par mail. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est peut-être d'avancer alors à ce moment-là. Et si vous avez des questions ultérieurement sur les DSR, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de parler un petit peu de la partie appel à financement. Donc, l'action d'aide à l'équipement, elle est basée sur un financement qui est versé directement aux éditeurs pour une prestation qui sert à des acteurs de l'offre de soins. Donc ça, c'est relativement nouveau. On s'est un petit peu inspiré ce qu'il y avait pu avoir sur CIDEP ou autre. Et donc ça s'appelle, un mécanisme juridique qui s'appelle système ouvert et non sélectif. Ça ressemble un peu parfois à une prime à la casse ou des choses comme ça. Donc le principe, je vais essayer de détailler un petit peu les étapes. Donc il y a un arrêté du ministère de la Santé qui, sur la biologie médicale qui annexe DSR et appel à financement. Ça, c'est un peu le point de départ, même si en fait le point de départ, c'est aussi tous les travaux qu'on a conduits depuis plusieurs mois qui vous ont permis d'anticiper un certain nombre d'actions, de développement, etc. Ça, en termes purement administratifs, c'est le point de départ. Donc cet arrêté, qui d'ailleurs est pris après l'apparition d'un décret sur le Ségur qui est imminent, ensuite ce qui se passe, c'est que l'éditeur va aller référencer donc sa solution auprès de l'ANS, tel qu'on l'a évoqué à l'instant. Une fois qu'il a été référencé, il obtient un certificat de référencement, et puis par ailleurs, c'est publié sur une page sur le site de l'Agence du numérique en santé. Et à partir de là, il va pouvoir, de droit, conventionner dans une convention type qui sera publiée, avec une agence qu'on appelle l'Agence des services de paiement. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'il y a deux agences, entre guillemets, qui sont impliquées. Il y a l'ANS sur le référencement, et l'ASP sur la partie administrative et financière. Et donc, une fois obtenu le référencement auprès de l'ANS, vous pouvez vous conventionner avec l'ASP, donc il y aura une convention type. Donc là, pareil, vous montrez votre cabis, vous envoyez la version, la convention signée. Et une fois que vous avez conventionné avec l'ASP, vous pourrez faire passer des demandes de financement. Alors, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir référencé votre solution auprès de l'ANS, ou d'avoir conventionné avec l'ASP pour commencer à récolter, entre guillemets, des bons de commande de vos clients. Et ça, c'est un point qui est très important parce que ça va vous permettre d'anticiper les choses au maximum avec vos clients. Donc ça, c'est le petit numéro 2, là. Donc ça veut dire que vous pouvez aller, dès la publication de l'arrêté, voir vos clients pour dire, alors vous pouvez déjà le faire, mais vous pouvez leur dire maintenant de passer les bons de commande. Alors vous pouvez leur envoyer les modèles de bons de commande, selon des modèles d'ailleurs sur lesquels vous avez vu qu'il y a un certain nombre de détails dans les appels à financement. Et ça vous permet un petit peu d'anticiper les opérations et, indépendamment du bon de commande, de planifier les opérations de déploiement avec eux.
en termes de calendrier, peut-être par exemple de T1 ou T2, voire même T3 2022, on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, une fois que vous avez récolté ces bons de commande, ça vous permettra de toucher les avances auprès de l'ASP, donc les avances de 30%. Donc, une fois après que vous êtes référencé par l'ANS, vous pouvez vous conventionner avec l'ASP. Et une fois que vous êtes conventionné avec l'ASP, vous pouvez, à partir d'une date qu'on appelle la date d'ouverture, apporter les bons de commande de vos clients et toucher les avances correspondantes. Donc, c'est 30% de la somme plafond pour chacun des bons de commande que vous apporterez. Et ensuite, une fois que vous avez cette avance, enfin même avant, vous pouvez planifier donc les déploiements chez vos clients. Et une fois que vous avez fait les déploiements chez vos clients, vous effectuez la prestation de Ségur, l'installation, la formation. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard sur ce que contient la prestation Ségur. Vous pourrez ensuite apporter les preuves à l'ASP que vous avez bien déployé la version chez tel et tel client. Et à ce moment-là, vous toucherez 100% de la prestation. Sachant qu'il peut y avoir des contrôles a posteriori et une demande de remboursement si jamais on constatait qu'il y avait eu un problème, quelque chose qui en fait, il y avait eu un engagement de conformité qui était en fait pas conforme ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu le mécanisme dans sa globalité qu'on a essayé de faire alors ça va vous sembler presque rigolo peut-être si on dit ça, mais qu'on a essayé de faire le plus simple possible pour vous. Et on est vraiment dans une relation où c'est pas les laboratoires, en tout cas pour cette partie financement et équipement, qui sont en interaction avec la puissance publique pour ces financements, c'est vraiment les éditeurs. Donc ça, c'est vraiment un point très important. Donc en termes de calendrier, suite à la demande d'un certain nombre d'entre vous, on a adapté les choses. C'est-à-dire qu'initialement, on était sur un calendrier plus resserré, là on l'a détendu, qui a un calendrier dans lequel il va y avoir donc la publication de l'arrêté. Et cet arrêté, ce que je disais tout à l'heure, c'est à partir de cette date, vous pourrez avoir des bons de commande datés du lendemain de la publication de l'arrêté. Alors par contre, il ne faut pas que vous traîniez trop pour déposer les pièces de votre référencement après les bons de commande. C'est détaillé dans l'appel à financement, mais je crois qu'il y a une période de 120 jours maximum entre la date du bon de commande et le moment où vous déposez vos pièces auprès de l'ANS pour le référencement. Ensuite, un moment va fermer les référencements à une certaine date. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus, à partir du 15 mai, déposer de pièces de référencement. Ce sera trop tard, pour des raisons qu'on comprend bien, parce qu'il faut 6 semaines notamment pour pouvoir vous répondre, et puis pour pouvoir attribuer le référencement, et donc après ça nous fait déborder un temps de calendrier. Donc il y a une date de fin de référencement qui est au 15 mai 2022. La date de fermeture, c'est la dernière date où vous pouvez apporter des bons de commande nouveaux à l'ASP pour toucher les avances. Donc après le 15 juillet, vous ne pouvez plus apporter aucun bon de commande à l'ASP. Et la date de clôture, ça veut dire la date jusqu'à laquelle vous pouvez faire les déploiements et apporter les preuves de déploiement. C'est-à-dire si jamais vous faites un déploiement le 15 octobre, mais que vous déposez le 17 octobre 2022 les pièces à l'ASP, vous ne toucherez pas le financement pour cette instance-là parce que ce sera, entre guillemets, trop tard. Donc ça, c'est un peu le calendrier. Je reviens sur une petite question qui a été posée sur la rétroactivité des prises en charge financières par l'ASP. L'appel à financement qui a été publié en préinformation sur le site de l'ANS précise ce point, c'est-à-dire qu'on vous autorise à faire à récolter entre guillemets des bons de commande pour des prestations Ségur dès la passation de l'arrêté biologie médicale. En revanche, il ne faut pas non plus qu'il y ait un temps trop long entre ce bon de commande et le dépôt des pièces pour le référencement. Donc on a fixé à 120 jours maximum le délai nécessaire entre le moment où vous avez la date du bon de commande et le dépôt des pièces. Après, si jamais vous constatiez à 119 jours que finalement il vous manque 2 pièces pour déposer votre référencement auprès de l'ANS, vous pouvez toujours vous arranger avec le client pour qu'il vous repasse peut-être un bon de commande actualisé de la veille, ou du jour, quoi. Voilà. Donc j'imagine que ce ne sera pas non plus si terrible. Néanmoins, c'était quand même important d'avoir ce mécanisme pour vous permettre, entre guillemets, quelque part, de récolter des bons de commande pour pouvoir apporter plein de bons de commande, entre guillemets, tout d'un coup à l'ASP lors de l'ouverture. Donc ensuite, sur le calendrier, tout ça s'inscrit dans un calendrier plus global du Ségur, sur lequel je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais sur lequel c'est important d'avoir une visibilité. Donc vous voyez qu'on a les mêmes calendriers pour biologie médicale, radiologie, hôpital, médecin de ville,
à chaque fois quand on parle de ces task force, en fait, on parle de DSR et d'AF parfois multiples. C'est-à-dire que sur la biologie médicale, il y en a 2, SGL et EOINC. Sur, par exemple, l'hôpital, il y a 3 DSR et AF, l'un sur les référentiels d'identité, un autre sur les DPI et un 3e sur les plateformes d'interopérabilité. Ensuite, qu'est-ce que c'est que le périmètre de la prestation Ségur? L'objectif, c'est vraiment que ça marche. Donc, on a envie que ce soit un package qui fasse que ça marche. Voilà. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait la licence d'utilisation non pas sur la totalité du logiciel, on n'est pas en train de se substituer au client dans la relation avec vous, mais sur le périmètre des fonctionnalités Ségur, qu'il y ait la licence d'utilisation pour relativement longtemps, c'est-à-dire d'ici la fin du contrat avec votre client et dans un maximum de 6 ans. Mais sur uniquement le périmètre des fonctions du DSR. Ensuite, évidemment, les frais d'installation, de configuration, de qualification. Ça, c'est là qu'il y a énormément de travail. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez vu que le barème, sur lequel on aura l'occasion de revenir un peu plus tard, a été élaboré par instance et en fonction du nombre de sites, parce que c'est des inducteurs de charge très importants. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment compris des échanges qu'on a eu avec vous. Et puis, l'idée qui est de la maintenance corrective. Par exemple, si demain, on constate que 3 jours après, la connexion au DMP, elle se casse chez un client, il va falloir que la maintenance de ça, la réparation du problème de pourquoi ça n'envoie plus au DMP, vous la gériez, quoi. Parce que notre objectif, c'est que jusqu'à la fin de la durée du contrat avec votre client ou dans une maximum de 6 ans, les fonctionnalités du DSR, elles marchent. L'objectif, nous, c'est d'amorcer la pompe, qu'il y ait vraiment vous l'avez compris, qu'il y ait de la transmission de compte rendu au DMP, qu'il y ait de la transmission et du partage de données de santé. Donc, il y a également la maintenance qui doit être couverte sur les fonctionnalités du DSR. Ensuite, c'est plus anecdotique, mais c'est très important étant donné que, et c'est d'ailleurs en partie vous qui le poussiez, l'idée que vous puissiez interagir avec le DMP pour l'alimentation et le téléservice INSI par certificat de type organisation. Donc ça, il faut évidemment accompagner les laboratoires qui n'en ont pas encore à l'obtention des certificats, et puis surtout les accompagner à implémenter ces certificats sur les instances de production pour effectuer les appels, les alimentations au DMP ou les appels au téléservice INSI. Ensuite, évidemment, il y a une partie suivi de projet. Dans ce cadre-là, vous avez compris qu'on se repose beaucoup sur les éditeurs pour aller appeler les laboratoires, pour faire de la documentation, etc. etc. Donc ça, vraiment, c'est un vrai suivi de projet. On l'a vu, CIDEP, pour ceux qui ont été partie prenante de l'aventure, a vraiment été l'occasion de faire ce type de prestation. Il y a vraiment une prestation, alors qui n'est pas éternelle dans le temps, mais qui est quand même importante, d'appel des laboratoires, de suivi dans des tableaux Excel de qui on est où, de livraison, etc., etc. Donc ça, c'est également quelque chose qui doit être compris dans la prestation qu'on appelle prestation Ségur. Ensuite, il y a de la formation. On a essayé d'éviter les 2 écarts, c'est-à-dire d'éviter que vous ayez à faire 150 000 formations pour un laboratoire ou un groupe de laboratoires, et inversement, que vous fassiez aucune formation et que vous laissiez un laboratoire tout seul en race campagne. Donc c'est pour ça qu'on a mis des exigences dans l'appel à financement en fonction du nombre de sites utilisateurs d'une instance, du nombre de formations minimales à faire, du nombre maximum de formations qui peuvent être exigées par le client dans le cadre de la prestation Ségur. C'est relativement faible, je crois que c'est par instance, c'est grosso modo, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de formations. En revanche, on vous demande de produire un certain nombre de contenus de formation, e-learning et des documentations. En revanche, la prestation ne finance pas, ça c'est important de le signaler, le financement de boîtes aux lettres MSS, nominative, applicative ou organisationnelle. Après, il y a toujours la possibilité d'utiliser le service Mailize, mais voilà, on ne finance pas des boîtes en particulier. On ne finance pas des migrations, c'est-à-dire si un laboratoire décide de changer de SGL, on ne finance pas en tant que tel la migration, on peut par contre financer le périmètre Ségur, juste la prestation Ségur. En revanche, ce qu'on ne finance pas non plus, c'est si jamais il y a des coûts particulièrement importants dus par exemple à une vétusté, parce qu'il n'y avait plus de mise à jour qui avait été faite depuis 4 ans, qu'il fallait investir sur des serveurs, il fallait changer le système de gestion de base de données, ou je ne sais quoi. On ne finance pas ces éléments exceptionnels. On ne finance que une mise à jour d'un système qui était déjà, entre guillemets, relativement à jour. Voilà un petit peu sur le périmètre de la prestation Ségur. Je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails sur ces aspects licence, maintenance que j'ai évoqués à l'oral et que vous retrouverez dans l'appel à financement, mais l'idée générale, c'est que sur le périmètre des fonctionnalités Ségur, il puisse y avoir une licence et une maintenance pendant la durée du contrat que vous avez avec votre client, ou à minima maximum 6 ans. Voilà. Sachant que pour le périmètre
non Ségur de la solution logicielle, l'État n'intervient pas. Hein. Vous êtes toujours dans quelque chose qui est régi dans les dispositions du contrat qui vous lie entre éditeur et client. Les frais de formation, j'en ai parlé, et j'en viens à une partie très importante qui a été évidemment l'objet de nombreux scénarios, discussions, et sur lesquels je pense qu'on est très content d'avoir abouti. C'est la capacité d'avoir un barème sur le financement. Alors, le barème en financement, il finance chaque instance. Donc, une instance, c'est quoi? C'est une installation où il y a un effort particulier de déploiement d'une solution logicielle dans une nouvelle version sur des serveurs qui sont utilisés par un certain nombre de laboratoires, établissements juridiques et ou établissements géographiques. Donc, on estime qu'il y a à peu près 800 instances logicielles en France, 500 en ville, 300 à l'hôpital dans nos projections, sachant qu'il y a 3 grands cas. Le cas peut-être le plus basique, le plus classique, qui est en fait, il y a une entité juridique qui a une seule instance et qui est utilisée par tous les sites de cette entité juridique. Ça peut être un site, ça peut être 10 sites, ça peut être 50 sites. Bon, ça, c'est le cas vraiment standard. Le cas numéro 2, c'est le cas convergé, c'est-à-dire on a par exemple 3 établissements juridiques différents d'un GHT qui ont chacun un laboratoire et qui ont décidé d'utiliser une instance en commun de système de gestion de laboratoire. Donc là, on ne financera qu'une migration sur l'instance en l'occurrence, mais en revanche, il y aura évidemment plus de sites géographiques puisqu'on cumulera 3 entités juridiques qui chacune ont leurs entités géographiques. Donc là, on sera probablement dans une tranche plus élevée en termes de financement puisqu'il y aura plus de sites géographiques. Et puis, la troisième situation, alors il y a aussi, je crois, dans le privé, alors ça c'est le cas des GHT convergés, dans le privé, je crois qu'il y a certains groupes qui ont une politique groupe de partage de même instance de SGL entre plusieurs SEL. Donc ça, je crois que ça existe aussi. Alors, c'est pas forcément très classique, mais ça, c'est quelque chose aussi qui peut exister. Et ensuite, le troisième cas, c'est le cas où on a des sites, des entités juridiques qui n'ont pas convergé au sein même de leur entité juridique, leur SGL, c'est-à-dire qu'ils ont encore 2, 3, 4 instances, par exemple, de système de gestion de laboratoire, du même éditeur ou d'éditeurs différents d'ailleurs. Et donc là, même si c'était une forme de prime à la non-convergence, on est pour la convergence, mais nous, on avait un objectif qui était le partage et l'échange de données de santé. Donc, on assume le fait qu'on accompagne, y compris ces établissements qui n'ont pas encore convergé, qui ne prévoyaient pas de le faire là dans les 12 mois, vers le partage et l'échange des données de santé. Ce qui n'empêche pas qu'il faut évidemment raisonner intelligemment. C'est-à-dire que s'il y a un projet de convergence, il faut essayer peut-être de l'intercaler en termes de calendrier avec le calendrier Ségur pour, si possible, ne faire la migration Ségur que sur une seule instance, si c'était quelque chose, si la convergence était dans les tuyaux. Donc ça nous amène à un barème qui finance chaque instance, donc on pense qu'il y en a à peu près 800, avec un financement qui est variable en fonction du nombre de sites géographiques utilisateurs, tous dans le même établissement juridique ou non d'ailleurs, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Donc vous voyez le barème à l'écran, il y a 27 000 € de financement TTC pour des monosites, et ça peut monter jusqu'à quasiment 50 000 € pour des grosses instances qui sont utilisées par un certain nombre de sites. Là, ça vaut notamment pour certaines SEL dans le privé. Pour la partie LOINC, on a décidé, alors on avait hésité à faire des choses en fonction pareil, du nombre de sites ou du nombre de lignes à transcoder, etc. On a préféré partir sur quelque chose de relativement simple. C'est de financer vraiment cette fois-ci. Alors, il n'y aura qu'une vague 1 sur le transcodage LOINC, il n'y aura pas de vague 2. Il y aura probablement une vague 2 sur la partie SGL. Sur la partie LOINC, on a essayé de financer à 3 500 € par instance, quel que soit le nombre de sites utilisateurs. Alors, certes, il y a des instances qui ont 300 lignes à transcoder, d'autres qui en ont 1000, mais on a décidé de faire un prix fixe par instance, sachant que il y a des effets d'échelle de toutes les façons quand on déploie un logiciel de transcodage, il y a évidemment un petit coût variable, mais il y a aussi des effets d'échelle qui sont indépendants du nombre de lignes. On a décidé finalement de ne pas laisser de dépendance entre les deux, c'est-à-dire de ne pas dire vous devez avoir fait l'objet d'un financement SGL pour avoir le financement LOINC, ou vous devez faire l'un avant l'autre. On a préféré laisser la main intelligemment aux éditeurs et aux laboratoires, ce qui amènera peut-être à des situations où un laboratoire, pour une raison X ou Y, n'aura pas le financement SGL parce que sa solution ne sera pas référencée ou
ce sera trop compliqué de faire le déploiement dans les temps pour la solution référencée, mais ça permettra quand même au laboratoire de faire le transcodage de son catalogue, avec une petite limite, c'est que le transcodage est rendu d'autant plus simple qu'on exige des SGL, des fonctionnalités d'export du catalogue local et de réimport. Après, j'imagine qu'il est quand même possible, peu ou prou, de faire le transcodage dans les versions actuelles, même si c'est probablement moins optimal. En tout cas, on avait l'idée au démarrage de mettre des dépendances, et finalement, on a décidé de ne pas mettre du tout de dépendance. Je réponds à une question sur la notion de vétusté, officiellement non maintenue. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le Ségur finance une prestation Ségur, c'est-à-dire l'implémentation d'une nouvelle version. Si une situation exceptionnelle en termes de matériel ou de nécessité de travaux justifie que le plafond de la prestation Ségur ne permette pas de l'englober, à ce moment-là, on est dans cette situation-là voilà. On n'a pas été jusqu'à définir la notion de vétusté. Si vous avez 2 versions de retard, c'est du rattrapage. Enfin voilà, on n'a pas été jusque-là. L'idée, par contre, c'est de dire on ne finance, nous, qu'une prestation Ségur, on ne finance pas des migrations, on ne finance pas de changement de SGL, on ne finance pas l'acquisition de serveurs, etc. Ensuite, ça c'est donc le financement sur à la fois la partie SGL et la partie Loink en vague 1. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de surcoût. Alors, ça fait le lien avec les éléments de réponse que je donnais à l'instant. C'est-à-dire que le bon de commande, le devis qui soit présenté par le fournisseur au client, soit un devis où il est marqué en gros prestation Ségur, coût, par exemple, pour un monosite SGL, 27 000 €, montant pris en charge par l'État, 27 000 €, reste à charge pour le laboratoire, 0 €. Ça, c'est l'objectif. Et c'est bien évidemment un des éléments qui vous permettra aussi de simplifier le fait qu'il y a un engagement des laboratoires à signer ces bons de commande et à s'engager avec vous à libérer du temps, par exemple 1 mois ou 2 mois début 2022, pour faire les opérations de déploiement. Après, si vous êtes dans des situations où par ailleurs vous avez des discussions avec ce laboratoire parce qu'il faut acheter des serveurs, etc., ça vous le faites en parallèle. Je veux dire, ça, on ne veut pas venir percuter s'il y avait des enjeux d'achat d'infrastructures, de migration, ça c'est un autre débat. Donc il faut vraiment que le bon de commande il soit sans surcoût pour le client final. Ensuite, il y a un élément qu'on a remis là, mais qui est évoqué par Emmanuel tout à l'heure, c'est à la demande des acteurs, indépendamment de la portabilité du catalogue d'examen, qui est un élément qui est depuis longtemps dans le DSR, c'est-à-dire la capacité d'exporter les examens locaux, il y a vraiment un enjeu pour les laboratoires à pouvoir changer, s'ils le souhaitent, de SGL et pouvoir le faire le plus facilement possible, sans des coûts de migration démesurés, sans barrière à l'entrée pour d'éventuels nouveaux entrants. Hein. C'est très important qu'on soit dans un milieu où il y a une concurrence saine entre les éditeurs. Et donc pour ça, c'est vraiment très important que les biologistes, les laboratoires qui sont par exemple les responsables de traitement des données, puissent avoir accès à leurs données. Et alors, accès à leurs données, ça veut dire évidemment pouvoir regarder un compte-rendu, un dossier d'un patient donné, mais ça peut vouloir dire aussi exporter l'ensemble des données. Alors quand on dit l'ensemble des données, l'art est dans les détails, on ne va peut-être pas exporter toutes les données d'historique, de modification, etc. À minima, il faut exporter les comptes rendus de biologie médicale, évidemment, pour pouvoir, alors si possible en structuré, mais à minima en non structuré, par exemple en PDF ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a mis une exigence qui est relativement flexible, qui probablement doit pouvoir s'adapter à pas mal de configurations actuelles déjà proposées par vos logiciels, qui permet quand même de récupérer ces données relativement rapidement pour les laboratoires, que ce soit pour changer de SGL et pouvoir les importer dans leur nouveau SGL, ou que ce soit d'ailleurs pour d'autres usages éventuels. Il y a certains hôpitaux qui ont besoin de ces données pour les insérer dans d'autres éléments de leur système d'information ou des choses comme ça. Ensuite, il y a un élément qui est précisé dans l'appel à financement, c'est le non-réengagement, c'est-à-dire que il ne faut pas que vous profitiez de la prestation Ségur pour en profiter pour quelque part bloquer votre client dans un nouveau contrat de réengagement contractuel. Donc ça, ça peut pas être conditionné, ça peut être une négociation que vous avez par ailleurs, vous avez le droit d'avoir des négociations que vous voulez avec les laboratoires. En revanche, c'est pas la prestation Ségur qui doit conditionner ce réengagement contractuel. Ensuite, pour les prix, vous avez compris le système d'avance et de solde, je reviens pas dessus. Il y a évidemment un certain nombre de preuves à fournir au moment où vous allez voir l'ASP, vous êtes conventionné avec l'ASP, et vous amenez à l'ASP un bon de commande
Il faut évidemment que ce bon de commande, il ait 2-3 éléments dessus, c'est-à-dire qu'on sache de quoi on parle, l'instance elle est utilisée par quel laboratoire, quelle finesse, etc. Donc ça, on a détaillé dans la F, ça peut sembler lourd à la première lecture, j'espère que ça le sera moins aux lectures ultérieures et qu'on verra s'il y a des opportunités de simplification. En tout cas, il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments essentiels, donc qui figurent sur le bon de commande. Lorsque vous amenez ce bon de commande, vous touchez un financement de 30%. Si au démarrage, dès que vous vous faites conventionner, vous avez déjà 100 bons de commande en stock, vous pouvez tout de suite toucher l'avance sur les 100 bons de commande. Donc, ça vous fait quand même un financement très, très important à ce moment-là. Et puis, pour le versement du solde, instance par instance, il y a un certain nombre de pièces à apporter. On ne veut pas non plus, et ça, c'était quelque part aussi une demande qui nous a été faite par la représentante des laboratoires, faire des chèques en blanc aux éditeurs. Donc, il s'agit vraiment de nous prouver que le déploiement et la prestation s'est bien passé. Donc, grosso modo, la principale pièce qu'on attend pour le versement du solde, c'est la signature par le laboratoire d'une validation d'aptitude sur le fait que la prestation de Ségur s'est bien passée. Et puis, on veut aussi vérifier, alors on ne va pas revérifier, je vous rassure, les 150 exigences du référencement, parce que ça, vous l'avez fait qu'une fois, c'est la solution qui porte ça, mais on veut quand même vérifier que dans le contexte de paramétrage du laboratoire, les données partent bien. Donc, il va falloir faire une mise en ordre de marche, on va vérifier qu'il y a quelques comptes rendus qui partent bien au DMP, quelques comptes rendus qui partent bien par MSS, ou à minima, si c'est une brique intermédiaire qui s'occupe du transport, que vous arrivez bien à envoyer à cette brique intermédiaire les documents en ORU, OUL, pour que ensuite cette brique intermédiaire l'envoie au DMP par MSS. Et puis, on vous demandera d'envoyer un message de test, un compte rendu de test, vers une adresse de messagerie citoyenne de test. Et une fois qu'il y aura ces éléments, vous pourrez toucher le solde. Sachant qu'il y a certains éléments, c'est précisé dans l'appel à financement, qui ne seront pas vérifiés littéralement avant le versement du solde, mais qui seront vérifiés plutôt a posteriori, parce qu'il y a certaines statistiques, notamment les envois vers le DMP, qu'on peut avoir, nous, que trimestriellement. Donc, plutôt que de faire attendre tout le monde pendant 3 mois, on a préféré procéder au versement. Et par contre, on vous recontactera si on estime qu'il n'y a pas eu d'alimentation des 10 comptes rendus au DMP, et donc que le financement du solde doit être entre guillemets rendu, ou alors il faut que vous nous expliquiez pourquoi on ne vous voit pas dans les statistiques entre guillemets du DMP pour ce laboratoire-là. Voilà un petit peu le panorama sur les appels à financement. Comme le document est assez nouveau, même si je crois que je vous l'avais partagé il y a 2 ou 3 semaines en version draft, n'hésitez pas à vous poser vos éventuelles questions sur ces modalités. J'espère que j'ai loupé aucune question. Non, je ne crois pas. Pareil que sur la partie DSR, si vous constatez des choses qui vous choquent dans le texte de l'appel à financement, n'hésitez pas à nous en faire part le plus rapidement possible d'ici à ce qu'on publie les versions définitives par arrêté là très prochainement. Là encore, vous comprenez que ça a été une charge assez forte, hein, et par ailleurs c'est un dispositif assez innovant pour la puissance publique de faire ce type de financement. Donc évidemment, on essuie un peu les plâtres avec cette vague 1, on tirera aussi les conséquences de la vague 1 pour la vague 2. Il n'est pas du tout exclu aussi qu'on trouve des opportunités de simplification dans le cours même de la procédure. C'est-à-dire, à un moment, il y a aussi un principe de pragmatisme dans les relations que vous aurez avec l'ANS pour le référencement, dans les relations que vous aurez avec l'ASP pour le financement. On trouvera, s'il y a des situations de blocage, on essaiera collectivement de les débloquer. Je veux dire, ces procédures ne nous empêchent pas de nous parler dans toute cette phase. Il y a une question qui concerne, pendant la phase de développement, qui sont les meilleurs contacts pour nous aider sur les DRS et les preuves, par exemple. Là, je vais peut-être laisser à Nathalie et Emmanuel le soin de peut-être vous répondre sur, sans rentrer dans trop de détails, mais le dispositif un peu général d'accompagnement de l'ANS aux éditeurs d'une part et aux acteurs d'autre part. Ça fait peut-être une bonne transition. Je ne sais pas si Nathalie ou Emmanuel voulaient dire un mot. Oui, très volontiers. Alors, nous sommes en train d'organiser l'accompagnement, donc votre accompagnement, l'accompagnement de l'ensemble des éditeurs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on commence cette série de webinaires pour vous présenter les documents qui sont déjà publiés en pré-information. Notre premier principe, c'est donc de vous redonner à tous le même niveau d'information pour pouvoir garantir que chacun ait bien toutes les réponses à toutes ces questions. Dans le principe de ce système ouvert et non sélectif que Raphaël vous a expliqué. Prochainement, courant de l'été,
on va vous mettre à disposition un panel d'outils, on peut le dire comme ça, qui va vous permettre de bien comprendre tout le fonctionnement en détail de ce qui sera attendu pour vous. Et de là, vous pourrez trouver les ressources pour vous aider si jamais vous avez besoin qu'à un moment ou à un autre, on vous accompagne ou on vous apporte une réponse à une question précise. Toujours dans la même démarche, à chaque fois que l'un d'entre vous nous posera une question, on apportera la réponse à l'ensemble de vos pairs, pour que chacun ait toujours le même niveau d'information. Alors, à ce sujet, je vous invite à vous inscrire à la newsletter ANS. Donc, vous trouverez le lien en scannant le QR code qui s'affiche maintenant, en choisissant Ségur du numérique en santé. Ça nous permettra de vous informer dès que les outils seront mis à disposition et dès que vous aurez toutes ces ressources qui pourront vous aider, les points de contact pour répondre à vos questions et ce genre de choses. Donc, inscrivez-vous à la newsletter ANS et vous recevrez les informations dès qu'elles seront disponibles. J'en profite au passage pour signaler qu'on a échangé collectivement là sur un projet d'information, non pas aux éditeurs pour le coup, mais aux acteurs. Il y a donc 2 documents qui sont importants. Il y a un document général qui a été publié sur le site de l'ANS de description du Ségur. Et puis, il y a un document particulier sur la biologie médicale, une fiche pratique qui vous a été partagée par mail et qui, je crois, sera bientôt sur le site de l'ANS. Qu'il ne faut pas hésiter à utiliser aussi dans les échanges que vous avez avec certains de vos clients laboratoires. On est en train de diffuser cette fiche pratique à l'ensemble des laboratoires à travers leurs représentants. Mais évidemment, ces diffusions sont parfois... il y a parfois quelques ratés et ça ne touche pas forcément tout le monde. Donc, si dans la discussion avec certains laboratoires, certains découvrent le Ségur, ce qui n'est pas complètement à exclure non plus, lorsque vous les contactez, vous pourrez aussi vous appuyer sur ce document si besoin, ou suggérer au laboratoire d'échanger avec leurs représentants si besoin. Leurs représentants, eux, sont bien informés du Ségur, parce que, comme vous le savez, on a échangé quasiment tous les mois avec les représentants des syndicats et des représentants des biologistes autour de ce sujet. Voilà. Et puis, indépendamment des outils qui vous seront mis à disposition que vient d'évoquer Nathaël, je pense que vous connaissez aussi les personnes qui ont participé à la task force et vous avez, je pense, identifié un certain nombre de personnes comme Emmanuel, comme Bruno, comme moi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer aussi par nous. On pourra vous rerouter vers les bons dispositifs ou les bonnes personnes si on ne peut pas y répondre nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas si, peut-être en conclusion, vous avez d'autres questions ou des questions que vous n'avez pas pu poser sur les DSR ou sur les appels à financement ou sur le Ségur en général. On est là pour en parler, donc n'hésitez pas à poser votre question dans le chat. Désolé, on ne peut pas activer le son, mais... Bon, de toutes les façons, on est à votre disposition et on réitérera l'expérience ultérieurement. Donc, vous aurez d'autres opportunités pour poser vos éventuelles questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir été là si nombreux aujourd'hui, parce que et malgré la période estivale. Et puis, on espère vraiment que c'est pas forcément le top départ administratif, parce que c'est vraiment l'arrêté. Mais enfin, maintenant qu'on a stabilisé les textes à la fois sur la partie DSR et sur la partie AF, quelque part, la balle est aussi un peu dans le camp des acteurs, à la fois éditeurs et laboratoires. Et on espère vraiment qu'on pourra dire dans 1 an ou dans 1 an et demi, en octobre ou novembre 2022, que sur les 800 instances de biologie médicale, on a réussi à faire en sorte que 500, 600, 700, je ne sais pas, auront bénéficié de ce financement à l'équipement. Voilà. Les budgets ne seront pas perdus si jamais il y a de la sous-consommation. On verra s'ils iront sur des actions sur la NAPAT ou sur la vague 2, où il y aura un certain nombre d'arbitrages. En tout cas, voilà, il y a une opportunité. On espère que le maximum du budget sera consommé dans le cadre de cette opération. Voilà. On sait que c'est une période qui va être compliquée parce que ça va être une période très intense, mais on espère que vous allez être des vrais partenaires pour travailler avec nous et faire de cette opération une réussite. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.